Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un brevet de mathématiques. Ici, nous devons donner l'écriture scientifique de ce nombre. Mais d'abord, il faut savoir à quoi ressemble l'écriture scientifique. Donc, l'écriture scientifique est de la forme A fois 10 puissance n. Donc, ici, avec A qui est entre 1 et 10. Mais le 10, il est exclu. N, c'est un entier. Il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, voilà à quoi ressemble une forme scientifique. Donc, nous allons transformer cette écriture pour que ça ressemble à ce que je viens d'écrire. Maintenant, revenons à notre expression. Donc, ici, comme la multiplication est commutative, ce que je vais faire, je vais calculer d'abord les nombres qui ne sont pas sous forme de 10 puissance. Donc, ici, j'ai 5 fois 12 sur 24. Donc, je calcule d'abord ce qui n'est pas sous forme de 10 puissance. Comme la multiplication est commutative, donc je peux changer l'ordre. Donc, je fais 5 fois 12, donc ici, sur 24. Donc, je vais écrire les puissances de 10 en rouge, donc parce que je vais les calculer ensemble. Donc, fois 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 8 sur, donc ici, je fais la multiplication, 10 puissance 5. Donc, je vais calculer ce que j'ai écrit en vert ensemble et ce qui est en rouge ensemble. Donc, ici, ce qui est en vert, vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire 5 fois 12, ce qui est égal à 60, et vous divisez par 24, vous trouvez 2,5. Ou bien, vous pourrez simplifier par 12 directement, puisque 24, c'est 12 fois 2. Et dans ce cas, il vous restera 5 sur 2, ce qui est aussi égal à 2,5. Donc, ce qui est en vert, c'est égal à 2,5. Donc, ça va être notre A parce qu'il est bien entre 1 et 10. Maintenant, on va calculer ce qui est en rouge. Mais ce qui est en rouge, on va appliquer des propriétés. Donc, ici, d'abord, sur le numérateur, c'est-à-dire 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 8, je vais appliquer cette propriété. Si on a 10 à la puissance n fois 10 à la puissance p, c'est égal à 10 à la puissance n plus p. Donc ici, je vais faire fois. Donc là, je vais l'écrire sous cette forme-là. Donc n plus p. Donc ça va être 10 à la puissance 6 plus moins 8. Donc là, je viens de faire à la puissance n plus p. Donc sur 10 puissance 5. Donc ce qui est égal à 2,5, donc fois, si je calcule ici au numérateur, donc j'aurai 10 puissance, donc je fais 6 plus moins 8, et ça c'est égal à moins 2. Donc sur 10 puissance 5. Et à partir de là, je vais utiliser encore une autre propriété qui me dit la chose suivante. 10 à la puissance n sur 10 à la puissance p, c'est égal à 10 à la puissance n moins p. Donc, on a cette forme-là ici. Donc, on va appliquer cette propriété. Donc là, je vais avoir 2,5 fois donc 10 à la puissance. Donc là, je vais faire n moins p, c'est-à-dire moins 2, moins 5. Donc ici, si je fais les calculs, donc je vais avoir 2,5 fois, maintenant, 10 à la puissance, donc je fais moins 2, moins 5, ce qui est égal à moins 7. Vous voyez, maintenant, nous avons exactement la forme qui est ici. Donc le A, qui est égal à 2,5, est bien entre 1 et 10. Et ici, on a 10 puissance moins 7. Donc ici, c'est la forme 10 puissance n. Donc je vous rappelle que le n, il peut être positif comme il peut être négatif. C'est un entier relatif. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un brevet de mathématiques. Ici, nous avons un triangle ABC qui est rectangle en A. On connaît deux côtés du triangle et on nous demande de calculer la mesure de l'angle C. Ici, nous allons appliquer tout simplement la trigonométrie. Donc, on va dire tout simplement que ABC est rectangle en A.
cette phrase, il faut l'écrire au brevet parce que ça vous permet de gagner des points. Donc ici, ABC est rectangle en A. Alors maintenant, ici, la question qu'on va se poser est la suivante. Que représente le côté AB par rapport à l'angle C? Le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle C. Que représente BC? BC, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus grand du triangle rectangle. Donc, on connaît le côté opposé à l'angle C et on connaît l'hypoténuse. Ça veut dire tout simplement qu'on va utiliser le sinus. Donc, on va dire tout simplement que le sinus de l'angle C, donc le sinus, c'est le côté opposé à l'angle C sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé à l'angle C ici, c'est AB sur l'hypoténuse BC. Donc, AB est égal à 3 cm, BC 6 cm. Donc, ici, 3 sur 6, c'est égal à 0,5. Donc, ce qu'on a calculé, c'est le sinus de l'angle C. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'angle C qu'on veut. Donc, dans ce cas, on fera tout simplement sinus moins 1 de 0,5. Et sinus moins 1 de 0,5, c'est tout simplement égal à 30 degrés. La mesure de l'angle C est 30 degrés. La mesure de l'angle C est 30 degrés. Dans cette vidéo, nous allons déterminer la moyenne, la médiane et l'étendue de cette série de notes. Donc, commençons d'abord par la moyenne. Ici, ce que nous allons calculer, ça s'appelle la moyenne simple. C'est-à-dire, on va faire la somme de toutes les notes et on va diviser tout simplement par le nombre de notes. Donc ici, x bar. Donc la moyenne en mathématiques, on note ça x bar. Donc x bar est égal à... Donc on va faire la somme de toutes les notes et on va diviser par le nombre de notes. Donc ici, 11 plus 14 plus 9 plus 14 plus 15 plus 12 plus 16, et on va diviser par le nombre total de notes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 notes, on divise par 7. Donc ce qui veut dire que x bar est égal à... Donc si on fait la somme ici au numérateur, on trouve 91. Donc 91 divisé par 7. Et 91 divisé par 7, c'est égal à 13. Donc ce qui veut dire que ici, la note moyenne est 13. Donc, la note moyenne, donc la note moyenne est 13. Maintenant, passons à la médiane. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de classer les notes dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Donc ici, on va les classer dans l'ordre croissant. Donc ici, quelle est la plus petite note? Donc la plus petite note, c'est 9. Donc on va écrire ici 9. Après 9, quelle est la plus petite note? 11. Après 11, quelle est la plus petite note? 12. Après 12, quelle est la plus petite note? Donc ici, on a 14. Là aussi, on a 14. Donc 14, 14. Donc après 14, quelle est la plus petite note? Donc 15. Et après, il ne reste que 16. Alors maintenant qu'on a classé les notes dans l'ordre croissant, quelle est la médiane ici? La médiane, c'est tout simplement la valeur qui coupe la série en deux parties de même effectif. Donc ici, on a 7 notes en tout. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a 3 ici et ici, on a 3. Donc 3 notes ici et 3 notes là. Et la médiane, c'est tout simplement la valeur centrale, c'est-à-dire la valeur qui coupe la série en deux parties de même effectif. Il y a 3 notes avant 14 et 3 notes après 14. Donc ici, la note médiane est 14. Donc la note médiane est 14. Alors maintenant, passons à l'étendue. C'est quoi l'étendue d'une série statistique? Alors l'étendue, c'est tout simplement la différence entre la
plus grande valeur de la série et la plus petite valeur de la série. Donc pour nous ici, ce sera la différence entre 16 et 9. Et 16 moins 9 est tout simplement égal à 7. Donc ce qui veut dire que l'étendue de la série, donc l'étendue des notes, est 7. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut calculer une image ou un antécédent d'un nombre lorsqu'on a une expression algébrique. Donc ici, on a un exemple d'expression algébrique. Donc f de x égale 4x moins 3. Et la première question qu'on nous pose, c'est de calculer f de 6. Déjà, première remarque, j'ai écrit calculer f de 6, mais j'aurais pu poser la question autrement. J'aurais pu dire tout simplement calculer l'image de 6. Donc les deux, ça veut dire exactement la même chose. Donc ici maintenant, si on commence par calculer f de 6. Alors maintenant, regardez la forme de l'expression algébrique. Ici, on a f de x égale 4x moins 3. C'est-à-dire le nombre qu'on a ici dans la parenthèse, le x, bah, on le retrouve ici. Donc si je remplace x par 6, je vais avoir la même chose. Par contre, il ne faut pas oublier que 4x, c'est 4 fois x. Donc ici, je vais avoir 4 fois 6. Donc 4 fois 6, ensuite moins 3. Alors une fois que j'ai remplacé x par 6, ici je vais respecter la priorité opératoire, c'est-à-dire la multiplication avant la soustraction. Donc ici, si je fais les calculs, 4 fois 6, 24. Donc 24 moins 3, je trouve 21. Donc ce qui veut dire que f de 6 est égal à 21. Cela signifie tout simplement que l'image de 6 par la fonction f est 21. D'ailleurs, on va l'écrire. Donc l'image de 6 par f est 21. Alors maintenant, on va répondre à la deuxième partie de la question. Calculer l'image de moins 2 par f. C'est exactement la même chose. Ici, j'avais calculé l'image de 6. Là, je vais calculer l'image de moins 2. Donc, les deux formes sont identiques. À la fin, ça veut dire la même chose. Donc ici, je vais calculer f de moins 2. C'est la même chose. Lorsque j'ai un x ici, je retrouve le x. Lorsque j'ai un 6, je retrouve le 6. Bah, si j'ai moins 2, bah, je vais retrouver le moins 2 ici. Donc là, j'aurai 4 fois moins 2 moins 3. Alors, 4 fois moins 2, c'est égal à moins 8. Donc, moins 8, moins 3. Moins 8, moins 3 est égal à moins 11. Donc, f de moins 2 est égal à moins 11. Ce qui veut dire que l'image de moins 2 par f est moins 11. Donc, l'image de moins 2 par f est moins 11. Voilà. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question ici. À côté, ici, je vais faire la deuxième question. Donc, ici, on a dit calculer l'antécédent de 5 par f, puis celui de moins 7. Alors, quand vous devez calculer l'antécédent d'un nombre, ici, par exemple, le 5, il faut toujours savoir que vous allez résoudre une équation si vous avez une expression algébrique. Donc, pensez toujours à une équation lorsque la question qui est posée, c'est de trouver l'antécédent d'un nombre. Donc, un antécédent d'un nombre, parce qu'un nombre peut avoir soit 0, 1 ou plusieurs antécédents. Par contre, l'image, elle est unique. Un nombre ne peut pas avoir plusieurs images. Mais un nombre peut avoir soit 0 antécédent, soit un antécédent, soit plusieurs antécédents. Alors, donc ici, calculer l'antécédent de 5, ça veut dire tout simplement pour quelle valeur de x au départ, j'aurai 5 comme résultat. Donc, l'idée, c'est de trouver la valeur de x pour que f de x soit égal à 5. Donc, si on trouve x, bah, on a trouvé un antécédent de 5. Mais f de x, il ne faut pas oublier que f de x, c'est égal à 4x moins 3.
Donc ici, on va remplacer f de x par 4x moins 3. Donc 4x moins 3 est égal à 5. Donc voilà l'équation que nous allons résoudre. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la résolution d'équations, je vous conseille de regarder la playlist que j'ai intitulée « Justement, équation ». J'ai expliqué en détail comment on peut résoudre une équation. Donc ici, 4x moins 3 est égal à 5, ce qui veut dire que 4x égale 5 plus 3. Donc 4x est égal, donc 5 plus 3, c'est 8. Donc ici, je vais diviser les deux membres de l'égalité par 4 pour pouvoir isoler le x. Donc ici, je simplifie par 4. Donc j'aurai x est égal à, donc 8 divisé par 4 est égal à 2. Et conclusion, la question qui a été posée, c'est calculer l'antécédent de 5 par f. Donc je vais dire l'antécédent de 5 par f est 2. Parce qu'on a trouvé x égale 2. Alors, je vais faire la suite ici. Maintenant, on va calculer l'antécédent de moins 7. C'est la même chose. Je vais penser à une équation puisque j'ai une forme algébrique. Donc, la forme algébrique ici me permet tout simplement de répondre à la question qui est posée. Donc, on va résoudre tout simplement l'équation f de x égale moins 7. C'est-à-dire, pour quelle valeur de x j'aurai moins 7 comme résultat. Donc ici, on va faire la même chose. Donc on va dire que f de x égale 4x moins 3. Donc on remplace 4x moins 3 est égal à moins 7. Donc ce qui veut dire que 4x est égal à moins 7 plus 3. 4x est égal à, donc moins 7 plus 3 égale moins 4. Donc je divise encore les deux membres de l'égalité par 4 pour pouvoir isoler le x. Donc je simplifie par 4. X est égal à, donc moins 4 divisé par 4, c'est égal à moins 1. Donc ici, c'est la même chose. Conclusion. Alors, la question, c'était calculer l'antécédent de moins 7 par f. Donc, on va dire l'antécédent de moins 7 par f et donc on a trouvé x égale moins 1. Donc, l'antécédent, c'est moins 1. Dans cette vidéo, nous allons calculer une moyenne pondérée et l'étendue des notes. D'abord, qu'est-ce que ça signifie ce tableau? Ça veut dire tout simplement qu'il y a 3 élèves qui ont eu la note de 8, 5 élèves ont eu 11, 3 élèves ont eu 15 et 4 élèves ont eu 17. Maintenant, comment on va calculer la moyenne pondérée? On va faire tout simplement la somme des produits de chaque note par son effectif et on divise par le nombre total de notes. Ça veut dire tout simplement qu'on va faire, donc on note la moyenne x bar. Donc on va faire tout simplement 8 fois 3 plus 11 fois 5 plus 15 fois 3 plus 17 fois 4 et on divise le tout par le nombre total de notes. Alors, dans tous les exercices, on ne vous donne pas le nombre total de notes. À ce moment-là, il faudra faire la somme de tous les effectifs et vous allez retrouver 15. Donc ici, on va faire tout simplement 8 fois 3, donc plus 11 fois 5, plus 15 fois 3, plus 17 fois 4. Et on divise le tout par le nombre total de notes, ici 15. Maintenant, si on fait les calculs, 8 fois 3, 24, plus 11 fois 5, 55, plus 15 fois 3, 45, plus 17 fois 4, 68. Et on divise par 15. Alors, si on fait la somme de tous les nombres qui sont au numérateur, on trouve 192. Donc, 192 divisé par 15.
Donc, je vais continuer ici sur le côté. Donc, x bar, c'est-à-dire la moyenne. Donc, si vous faites 192 divisé par 15, vous allez trouver tout simplement 12,8. Donc, ici, la note moyenne est 12,8. On va maintenant passer à l'étendue. Donc, la note moyenne est 12,8. Alors, maintenant, passons à l'étendue. Ça veut dire quoi l'étendue d'une série? C'est tout simplement la différence entre la plus grande valeur de cette série et la plus petite valeur de cette série. Donc ici pour nous, ça va être la différence entre la plus grande note et la plus petite note. Donc ici, l'étendue de la série, c'est tout simplement égal à 17 moins 8. Donc 17 moins 8. Et 17 moins 8, c'est égal à 9. Donc, on va conclure en disant tout simplement que l'étendue des notes est égale à 9. Dans cette vidéo, nous allons convertir une vitesse exprimée en km/h en mètres par seconde. Ensuite, nous allons convertir une vitesse exprimée en mètres par seconde en km/h. Je vais vous montrer une méthode très simple, mais avant cela, je vais vous dire pourquoi nous avons le droit d'utiliser cette méthode. Parce qu'en mathématiques, il faut toujours prouver ce que l'on dit. Donc ici, commençons par une vitesse qui est égale à 1 km/h. Vous savez tous que vitesse est égale à distance sur temps. Donc si on prend 1 km/h, donc ici on dira tout simplement donc, que la distance c'est 1 km. Le temps, 1 heure. Nous allons convertir 1 km en mètres. 1 km, c'est 1000 mètres. Nous allons convertir 1 heure en secondes. 1 heure, c'est 60 minutes et chaque minute, c'est 60 secondes. Donc, si on veut convertir 1 heure en secondes, on fait 60 fois 60, ce qui est égal à 3600. Donc ici, nous avons la vitesse en mètres par seconde. Et si on simplifie par 1000, on trouve tout simplement que V est égal à 1 sur 3,6 mètres par seconde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que pour passer d'une vitesse exprimée en km/h en mètres par seconde, il suffit tout simplement de diviser par 3,6. Donc ici, si on veut convertir 72 km/h en mètres par seconde, on va faire tout simplement 72 divisé par 3,6. Le résultat qu'on va obtenir, ce sera la vitesse en mètres par seconde. Et vous faites 72 divisé par 3,6, vous allez trouver tout simplement 20. Donc ici, nous avons 20 mètres par seconde. Et si on veut convertir une vitesse exprimée en mètres par seconde en km/h, on va faire l'inverse. Cette fois-ci, on va multiplier par 3,6. Donc, on prend 35 mètres par seconde. Donc, on le multiplie par 3,6. Comme ça, on obtient la vitesse en km/h. Si vous faites 35 fois 3,6, vous allez trouver 126. Donc ici, nous avons 126 km/h. Donc pour faire le récapitulatif, si vous voulez passer d'une vitesse exprimée en km/h en mètres par seconde, il suffit tout simplement de diviser par 3,6. Et si vous voulez passer d'une vitesse exprimée en mètres par seconde en km/h, il suffit tout simplement de multiplier par 3,6. Dans cette vidéo, nous allons déterminer l'expression d'une fonction affine. Donc ici, on a f qui est une fonction affine et on a f de moins 2 qui est égal à 13 et f de 1 qui est égal à 4. Alors, comme f est une fonction affine, elle est de la forme f de x est égal à ax plus b. A est appelé coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Donc ici,
Déterminer l'expression de f de x, cela veut dire tout simplement trouver la valeur de a et trouver la valeur de b. Commençons par calculer a. Donc ici, calculons a. Alors, pour calculer a, nous allons utiliser tout simplement la proportionnalité des accroissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x2, donc nous, ce qu'on va appeler x2 après, c'est moins 2. Donc ici, f de x2 moins f de x1 est égal à a facteur de x2 moins x1. Donc ici, on va poser x2 est égal à moins 2 et x1 est égal à 1. Donc x2 est égal à moins 2. Donc x2 est égal à moins 2. Donc comme f de moins 2 est égal à 13, donc ici, on va dire tout simplement f de x2 est égal à 13. Donc x1 est égal à 1. Donc on pose x1 est égal à 1. Comme f de 1 est égal à 4, on va dire que f de x1 est égal à 4. Maintenant, nous allons tout simplement appliquer cette ligne-là en remplaçant par leur valeur. Donc ici, f de x2 est égal à 13. Donc ici, 13 moins f de x1. f de x1 est égal à 4. Donc 13 moins 4 est égal à a. Je vous rappelle que a, c'est exactement ce qu'on veut trouver d'abord pour l'instant. Donc a facteur de x2 moins x1. Donc x2, on a dit que c'était égal à moins 2. Donc ici, moins 2 moins x1. x1 est égal à 1. Donc ici, moins 1. Alors, 13 moins 4 est égal à 9, qui est égal à a fois, donc on calcule ce qui est entre parenthèses. Donc, moins 2 moins 1, c'est égal à moins 3. Donc ici, ça veut dire que 9 est égal à... Donc si on fait a fois moins 3, c'est égal à moins 3a. Donc 9 est égal à moins 3a, ça veut dire tout simplement que a est égal à 9 sur moins 3. Et 9 sur moins 3 est égal à moins 3. Ce qui veut dire qu'on vient de trouver la valeur de a. Donc a est égal à moins 3. Maintenant, on va calculer b. Donc ici, calculons b. Donc calculons b. Alors, f de x est de la forme ax plus b. Donc, f de x est de la forme ax plus b. Mais on vient de trouver la valeur de a. A est égal à moins 3. Donc, on va remplacer a par moins 3. Donc, f de x est égal à moins 3x plus b. Et on va utiliser par exemple ici le fait que f de 1 soit égal à 4. Ou bien on peut utiliser le fait que f de moins 2 soit égal à 13. Donc on choisit un des deux. Donc si on choisit par exemple celui-là, on va calculer par exemple f de 1. Donc ici, ça veut dire que tous les x, je vais remplacer par 1. Donc f de 1 est égal à moins 3 fois 1 plus b. Mais on sait que f de 1, c'est aussi égal à 4. Donc, ça veut dire que tout ça est égal à 4. Donc, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Donc, moins 3 plus b est égal à 4. Ici, on va résoudre l'équation et trouver b tout simplement. Donc, ici, on peut mettre plus 3 dans chaque membre, ce qui veut dire que b est égal à 4 plus 3. Et 4 plus 3 est égal à 7, ce qui veut dire tout simplement que b est égal à 7. Donc, on vient de trouver la valeur de b. Donc, b égale 7. Et comme notre fonction est de la forme f de x est égal à ax plus b, comme on a trouvé la valeur de a et la valeur de b, on va remplacer par leur valeur ici. Donc, ça veut dire que f de x est égal à... Donc, comme a est égal à moins 3, donc c'est moins 3x plus b est égal à 7, donc plus 7. Donc voilà notre fonction affine.
Dans cette vidéo, nous allons utiliser la trigonométrie pour calculer la mesure d'un angle. Donc ici, nous avons ABC qui est un triangle rectangle en A, tel que AC égale 3 cm et BC égale 6 cm. Donc ici, lorsqu'on a un triangle rectangle et qu'on doit calculer la mesure d'un angle, donc la première chose qu'on va faire, c'est d'abord identifier les deux côtés qui sont donnés dans l'énoncé. Donc ici, on connaît le côté AC. Donc, que représente AC par rapport à l'angle C? Donc, AC, c'est le côté adjacent. Et ici, on a BC qui est l'hypoténuse. Donc, si on connaît les deux côtés, ça nous permettra de savoir quel rapport trigonométrique nous allons choisir. Donc, maintenant, avant d'écrire le rapport trigonométrique qui convient, disons déjà tout de suite que ABC est bien un triangle rectangle en A. Puisque même si c'est dit dans l'énoncé, lorsqu'on écrit notre réponse, on doit le rappeler quand même. Donc ici, ABC est un triangle rectangle en A. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? Nous, on connaît la longueur de l'hypoténuse, on connaît la longueur du côté adjacent à l'angle C. Donc ici, on connaît, donc ça, on l'écrit, comme ça nous permettra d'identifier le rapport trigonométrique qui convient le mieux. Donc ici, on connaît l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle C. Et le côté adjacent à l'angle C. Voilà. Maintenant, d'abord, dans un premier temps, je vais faire un petit rappel des trois rapports trigonométriques. Après, je vais vous montrer comment on choisit un rapport trigonométrique parmi les trois. Mais ici, je veux quand même faire un petit rappel d'abord. Comme ça vous permettra de vous familiariser avec ces notions. Et chaque fois que vous avez un exercice de trigonométrie où vous devez calculer la mesure d'un angle, vous allez choisir parmi les trois rapports trigonométriques. Donc d'abord, je fais un rappel d'abord. Donc ici, cosinus de l'angle C. Donc le cosinus, si on fait les trois rapports trigonométriques, donc le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est le côté adjacent à l'angle C. Donc côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse. Alors, ça c'est le rappel pour le cosinus de l'angle C. Maintenant, sinus de l'angle C. Donc le sinus, c'est le côté opposé à l'angle C. Donc côté opposé à l'angle C sur l'hypoténuse. Et la tangente, donc tangente C, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc côté opposé à C, donc le côté opposé à C sur le côté adjacent à l'angle C. Donc côté adjacent à C. Donc voilà le rappel pour les trois rapports trigonométriques. Maintenant, revenons à notre exercice. Donc ici, nous, qu'est-ce qu'on connaît? Regardez ce qu'on a marqué ici en vert. On connaît l'hypoténuse et on connaît le côté adjacent à l'angle C. Donc on regarde parmi les trois rapports trigonométriques, quel est le rapport qui met un lien entre l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc si vous regardez bien, vous voyez bien que c'est le cosinus, parce que le cosinus de l'angle C, c'est côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse. Donc dans notre exercice, nous allons utiliser le cosinus de l'angle C. Alors, donc, cosinus, on vient de dire que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. L'hypoténuse, c'est BC. Donc, AC égale 3 cm. Donc, une fois qu'on a écrit les formules avec les lettres, maintenant, on va remplacer par les longueurs connues. Donc, sur BC, BC égale 6 cm.
Alors là, si on simplifie, ça fait 1 demi. Et si on veut donner la valeur décimale, l'écriture décimale, donc on peut dire 0,5. Donc on a cos de l'angle C égale 0,5. Mais nous, ce qu'on veut, c'est calculer la mesure de l'angle C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici tout simplement que l'angle C est égal à cos moins 1 de 0,5. Donc, cos moins 1 de 0,5. Et si vous utilisez votre calculatrice, vous allez trouver que c'est égal à 60 degrés. Donc là, j'ai marqué cos moins 1, mais vous allez voir, parfois, c'est arc cos. Donc, c'est la même chose. Ça dépend juste de votre modèle de calculatrice. Donc ici, l'angle en question, nous, ce qu'on voulait trouver, c'est l'angle ACB, c'est l'angle qu'on vient de calculer. Donc, l'angle ACB est égal à 60 degrés. Alors, toujours la première chose à faire quand vous travaillez avec la trigonométrie pour calculer la mesure d'un angle, on identifie clairement les deux côtés qui sont donnés dans l'énoncé. Et si vous connaissez les 3 rapports trigonométriques, tout de suite, vous allez voir le rapport qui convient le mieux. Donc ici, on a parmi les 2 côtés qui sont donnés, on a l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc c'est bien le cosinus qu'il fallait utiliser ici. Donc j'ai fait le rappel des 3 pour vous permettre de vous familiariser avec les 3 rapports trigonométriques. Comme ça, chaque fois que vous avez un exercice, vous regardez quel est le rapport qui convient. Mais si vous lisez bien l'énoncé, en général, à partir de l'énoncé, vous pouvez tout de suite savoir quel est le rapport qui convient le mieux. Alors, dans cette vidéo, nous allons utiliser le théorème de Thalès et la proportionnalité pour calculer des longueurs. Alors, pour appliquer le théorème de Thalès, pour n'importe quel théorème d'ailleurs en mathématiques, il faut vérifier les conditions d'application. Donc ici, nous, on va dire tout simplement que les points AMB et ANC sont alignés dans le même ordre et que les droites MN et BC sont parallèles. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que les triangles AMN et ABC sont en configuration de Thalès. Donc, il y a plusieurs manières de dire la même chose et ça va dépendre de votre professeur. Mais ici, nous, on va dire que les points, donc AMB, donc AMB, et les points ANC, donc ANC, sont alignés dans le même ordre. Sont alignés dans le même ordre. Donc, sont alignés dans le même ordre. Alors, de plus, les droites MN et BC sont parallèles. Les droites MN et BC sont parallèles. Il faut toujours prendre le temps de l'écrire sur sa copie. Parce que quand un professeur corrige un exercice sur le théorème de Thalès, la première chose qu'il ou qu'elle va regarder, c'est est-ce que l'élève a bien vérifié les conditions. Donc, avant d'appliquer un théorème, il faut toujours vérifier les conditions. À partir de ce moment-là, on peut dire que les triangles AMN et ABC sont en configuration de Thalès. Les triangles AMN et ABC sont en configuration de Thalès. Donc, sont en configuration de Thalès. Alors, maintenant, à partir de ce moment-là, on peut dire, comme on a l'habitude de le dire souvent, que d'après le théorème de Thalès, ici, après, on va écrire les quotients, c'est-à-dire AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Donc, on peut écrire les quotients. Mais ici, je souhaite utiliser un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire, ce que je viens de dire, on va traduire exactement la même situation dans un tableau de proportionnalité. Parce que dire que les triangles sont en configuration de Thalès, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Que les longueurs des côtés du triangle AMN et les longueurs des côtés du triangle ABC sont proportionnelles. Ça veut dire ici, on va garder la correspondance. Par exemple, ici, on va dire que AM,
l'autre côté correspondant pour l'autre triangle, c'est AB. Donc ici, je vais mettre AM et son côté correspondant, ici sur le triangle ABC, c'est le côté AB. Donc je vais faire la même chose pour AN. Donc AN, ici, son côté correspondant sur l'autre triangle, c'est AC. Et MN, son côté correspondant sur l'autre triangle, c'est BC. Donc ici, BC. Donc pourquoi je l'ai écrit dans un tableau de proportionnalité? Parce que j'ai remarqué que les élèves n'avaient pas beaucoup de difficultés pour comprendre la proportionnalité. Et je pense que quand on a compris la proportionnalité, on a presque compris l'essentiel du théorème de Thalès. Donc ici, une fois qu'on l'a écrit comme ça, maintenant, on va tout simplement remplacer les longueurs connues et après, on va faire des calculs pour trouver AM et MN. Donc ici, combien vaut AM? AM, on ne connaît pas AM, c'est ce qu'on veut trouver. Par exemple, ici, AM, donc on va l'appeler tout simplement X. On va dire que c'est une valeur qu'on veut trouver. Combien vaut AN? Donc, dans l'énoncé, on connaît la valeur de AN. Donc, AN est égal à 9, donc 9 cm. MN, on ne connaît pas MN, donc MN et AM, c'est ce qu'on veut calculer. Donc, ici, comme on ne connaît pas, on peut appeler ça Y. Est-ce qu'on connaît la valeur de AB? AB est donné dans le texte. Ici, donc AB égale 10 cm. AC est donné dans le texte. Donc AC est égal à 15. BC est donné dans le texte. BC est égal à 7 cm. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer tout simplement l'égalité des produits en croix pour trouver X et pour trouver Y. X ici est égal à AM et Y, MN. Donc, l'égalité des produits en croix, par exemple, ici. Donc, ça veut dire quoi l'égalité des produits en croix? Que 10 fois 9 est égal à X fois 15. Ça veut dire tout simplement que X est égal à 9 fois 10 divisé par 15. Et si vous faites les calculs, normalement, vous allez trouver que X est égal à 6. Donc, X égale 6 cm. Mais comme X est égal à AM, nous, on va dire que AM est égal à 6 cm. On va faire la même chose maintenant pour Y. Donc ici, on applique l'égalité des produits en croix. Donc les élèves n'ont pas beaucoup de difficultés pour travailler avec un tableau de proportionnalité. Donc en général, c'est très simple pour eux. Ils trouvent ça même très facile. Donc ici, l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire 9 fois 7, ça va être égal à 15 fois Y. Donc ça veut dire que Y est égal à... Donc Y ici, ça va être 9 fois 7. On divise par 15. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement 4,2. Donc, Y est égal à 4,2 cm. Mais pour nous, Y c'est Mn. Donc, on va dire que Mn est égal à 4,2 cm. Alors, donc, nous, on a choisi cette option-là. On a choisi de le faire comme ça. Mais vous, si vous voulez écrire les quotients, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai fait des exercices où j'ai fait les quotients. Mais comme je mets beaucoup d'exercices, j'essaie de varier les méthodes que j'utilise. Donc ici, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un tableau de proportionnalité pour faire un petit peu la différence par rapport aux autres exercices que j'ai déjà traités. Au revoir.